Depuis des décennies maintenant, quand on parle d'exploration du système solaire, Mars est l'icône même du sujet. Que ce soit auprès du grand public ou des agences spatiales, tous les regards se sont tournés vers la planète rouge. Après tout, c'est assez normal. Elle est l'une des planètes du système solaire les plus semblables à la Terre. Sa proximité et ses similarités, au-delà d'avoir nourri des fantasmes de petits hommes verts, a surtout été un aimant à recherche de vie extraterrestre. Il est désormais certain que Mars a un jour abrité de l'eau liquide, et cela laisse une gigantesque porte ouverte pour la recherche de traces de vie, passées ou présentes. Mais la formidable opportunité que représente Mars a aussi un coût plus triste. D'autres planètes, comme Vénus, s'en retrouvent ainsi parfois plus délaissées, alors que Vénus, elle aussi, a peut-être un jour abrité de l'eau et de la vie. Je l'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent, mais Vénus a encore une multitude de secrets à nous livrer. Et ça tombe bien, car la NASA a justement annoncé, il y a quelques jours, la sélection de 2 nouvelles missions qui partiront étudier notre voisine. Je vous propose donc, pour cette nouvelle dose d'espace, de découvrir ces missions, leurs objectifs, leurs intérêts et j'en passe. Néanmoins, avant de commencer, et comme la tradition l'oblige, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé. On se retrouve après le générique. We have a go for main engine start. 7, 6. We have main engine start. 2, 1, 0, and liftoff. A new era for planetary science begins as Atlantis clears the tower. Roger roll, Atlantis. Le 4 mai 1989, la navette spatiale Atlantis s'arrache du sol de Cap Canaveral pour la mission STS-30. Dans sa soute, la navette emporte la mission Magellan, une petite mission d'1 tonne qui porte le nom du navigateur Fernand de Magellan et qui fut le premier à entamer un tour complet du monde en 1519. Magellan ne terminera hélas jamais ce tour du monde, qui sera terminé en septembre 1522 par son second, Juan Sebastián Elcano, puisqu'il décédera le 27 avril 1521 à la suite d'une flèche empoisonnée aux Philippines. Mais je digresse. L'expédition de Magellan mériterait un documentaire d'1 heure à elle toute seule, et je crois qu'il vaut mieux retourner dans l'espace et abandonner Magellan pour parler de Magellan. Le lendemain de son lancement, donc, Magellan est déployé depuis la navette. Une fois séparé de la navette, Magellan va utiliser l'Inertial Upper Stage. L'Inertial Upper Stage est un étage supérieur divisé en 2 étages et adapté à la navette pour les lancements de satellites géostationnaires notamment. Cet étage lui permettra ainsi de quitter l'orbite terrestre et de faire route vers Vénus, qu'elle rejoindra finalement le 10 août 1990. Magellan étudiera ainsi la topographie de Vénus et son champ gravitationnel, avant de, finalement, terminer sa mission le 13 octobre 1994 en plongeant dans son atmosphère. Depuis lors, plus aucune mission de la NASA n'a été lancée à destination de Vénus, qui sera, toutefois, gratifiée de survols comme ceux de Parker Solar Probe. D'un point de vue international, en revanche, Vénus ne sera pas non plus complètement oubliée. L'ESA lancera en 2005 la mission Venus Express, qui se terminera en décembre 2014. En mai 2010, c'est la JAXA qui lance la mission d'observation de l'atmosphère vénusienne Akatsuki,
qui est toujours en action à l'heure où cet épisode sort. En résumé, Vénus n'est pas restée inexplorée, loin de là, mais elle est, hélas, un peu mise de côté. Il faut avouer qu'elle est aussi plus difficile à étudier. Sa surface ne peut être observée en lumière visible depuis l'espace, et les conditions qui y règnent, 460 degrés Celsius et une pression de 91 atmosphères terrestres, sont loin d'être l'idéal pour un simple rover, même si différentes études sur le sujet existent, mais ça, justement, c'est un autre sujet. Comme je le disais en introduction, la NASA a annoncé la sélection de 2 missions à destination de Vénus, Da Vinci Plus et Veritas. Ces 2 missions, dont je parlerai en détail dans un instant, nous permettront ainsi, si tout va bien, de mieux comprendre Vénus. Savoir si elle a été habitable, comment elle a perdu son habitabilité, ce qui a fait d'elle l'enfer qu'elle est aujourd'hui, et surtout, comment cet enfer a et va évoluer. Tous ces éléments sont d'une importance capitale. Car Vénus n'est pas unique. Des exoplanètes un peu trop proches de leur étoile et qui développent donc un volcanisme trop intense menant à ce que l'on observe sur Vénus, il y en a un vaste choix. En fait, le type de planète qu'est Vénus est probablement même très courant parmi les planètes rocheuses. Certaines exoplanètes du système Trappiste 1, par exemple, sont suspectées, et j'insiste sur suspectées, de ressembler à Vénus. Mieux comprendre Vénus, c'est ainsi mieux comprendre l'évolution des planètes, de la Terre et d'une multitude d'exoplanètes de façon générale. De plus, si Vénus a jadis disposé d'eau liquide à sa surface, il reste très probablement des traces chimiques dans son atmosphère ou à sa surface. Et pour étudier l'atmosphère, justement, ce sera la tâche de Da Vinci Plus. Da Vinci Plus est en effet une mission qui est destinée à plonger dans l'atmosphère vénusienne. Elle sera équipée de spectromètres pour analyser la composition de son environnement, de capteurs de pression, de vitesse du vent et de température. La suite d'instruments qui analysera l'atmosphère tout au long de la descente, le Venus Analytic Laboratory, est d'ailleurs un dérivé du Sample Analysis at Mars installé sur le rover Curiosity. Pour terminer, une caméra transmettra des images tout au long de la descente, qui devrait d'ailleurs durer 63 minutes, et elle est, elle aussi, basée sur un instrument de Curiosity, plus précisément la caméra qui filma le sol lors de la descente du rover dans l'atmosphère martienne. Malheureusement, la petite sphère aura une mission très courte. Après ces 63 minutes, elle devrait s'écraser dans la région d'Alpha Regia, qui est, possiblement, l'une des régions les plus anciennes de la surface de la planète. On suppose en effet que cette région, constituée de terrains surélevés et déformés, est ancienne de plus d'1 milliard d'années. Elle est aussi l'un des premiers reliefs découverts sur Vénus. Ainsi, s'il est peu probable que le module de descente survive, puisqu'il se séparera de son parachute en fin de descente, il est, malgré tout, possible qu'il survive et puisse transmettre des données depuis la surface pendant quelques minutes. Mais il n'est pas, non plus, le seul élément de Da Vinci Plus. Car pour relayer les données de la descente et transporter le module jusqu'à Vénus, il sera aussi accompagné d'un orbiteur. Celui-ci ne sera en revanche équipé que d'un seul instrument, Visor, qui observera la planète avec une caméra ultraviolette et 3 dans le proche infrarouge. Ces caméras permettront, ainsi, d'observer les émissions de chaleur à la surface pendant la nuit. Pour terminer avec Da Vinci Plus, et si tout va bien, la mission devrait décoller en 2029-2030 pour une arrivée en 2031 ou 2032. La seconde mission annoncée par la NASA, c'est Veritas. Prévue pour décoller en 2026, Veritas, pour Venus Emissivity Radio Science INSAR Topography and Spectroscopy, est cependant une mission plus modeste que Da Vinci Plus. Mais
Même si Veritas est plus modeste, elle n'en est pas moins importante. Équipée de 2 instruments, elle permettra de mesurer le champ gravitationnel de Vénus, mais aussi de cartographier et observer la surface, et ce, avec une précision jamais atteinte pour notre voisine. Elle devrait ainsi déterminer si Vénus a eu un océan, à quel point elle est encore volcaniquement active, et si des coulées de lave se produisent encore, l'état et l'évolution de sa tectonique des plaques, et aussi mesurer son champ gravitationnel. Pour mesurer son champ gravitationnel, elle utilisera ses systèmes de communication, et cela devrait ainsi permettre de mieux connaître son noyau et certains aspects de sa géologie, par exemple. Connaître tout cela, ce sera aussi avoir un meilleur aperçu de ce à quoi la Terre ressemblait au début de sa formation, et ainsi, peut-être, avoir une meilleure vue d'ensemble des conditions qui y régnaient. Il ne faut en effet pas oublier que la vie est apparue sur Terre au plus tard il y a 3,5 milliards d'années, alors que la Terre, elle, est âgée de 4,5 milliards d'années. Dans tous les cas, ces 2 missions s'annoncent particulièrement intéressantes, tant pour la compréhension de notre Terre que celle du système solaire et des exoplanètes. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que je vais clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19 h. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.